Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Afrique en débat. Nous sommes en direct, comme c'est déjà le cas, tous les dimanches avec plusieurs invités. Aujourd'hui, nous avons deux sujets principaux à l'ordre du jour. Le premier sujet, c'est naturellement la Côte d'Ivoire, où nous avons une actualité abondante. La suspicion qui continue de peser sur Alassane Ouattara, qui serait, selon certains, candidat pour un troisième mandat. Ahmed Bakayoko a finalement été nommé Premier ministre après plusieurs jours d'attente. Mais nous allons parler également de l'éventualité d'un retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui, comme vous le savez, a fait une demande de passeport depuis Bruxelles. Le deuxième sujet nous amènera toujours en Afrique de l'Ouest, et ça c'est au Mali, où la crise entre le régime en place et l'opposition n'est pas encore terminée, malgré la médiation de la CEDEAO, qui visiblement a été rejetée par une partie de l'opposition. Dans cette émission, nous avons plusieurs invités. Déjà, nous allons commencer par ceux qui sont avec nous en Côte d'Ivoire. Nous avons M. Traoré du RHDP. Nous avons le docteur Paul Hervé du mouvement Leader, le mouvement de Mamadou Koulibaly. Nous avons M. Alla Sinclair, le secrétaire général de la FESI, la très célèbre organisation estudiantine de Côte d'Ivoire. Et nous avons M. Pierre Tavares, qui est un universitaire, qui est en direct avec nous depuis Paris. Nous allons essayer d'entrer en connexion avec eux tout à l'heure, autant pour moi. Mais avant, je vous propose, pour planter le décor, de suivre cet élément de Valère Bougué sur la Côte d'Ivoire, et nous revenons pour aller directement en ligne avec nos invités qui nous attendent déjà. Acte donc des résolutions du Conseil politique et de votre demande. Je voudrais donc vous assurer que je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Cette déclaration à peine voilée laisse transparaître l'éventualité poussée d'un troisième mandat du président ivoirien Alassane Ouattara. À 3 mois de l'élection présidentielle, le RHDP, le parti au pouvoir, multiplie les appels en vue d'une candidature du président sortant. Au cours d'une réunion du conseil politique du RHDP, en vue de désigner son candidat, le président Alassane Ouattara a différé sa réponse, prolongeant de fait l'incertitude sur la présidentielle de 2020. Je vous demande de me laisser le temps du recueillement. Mais vous savez que je ne vous ai jamais déçu. Et je ne vous ai jamais déçu. Je ne vous décevrai jamais. Et je veux que vous sachiez que je tiens à la victoire du RHDP le 31 octobre 2020. À l'analyse de la subtilité qui se dévoile dans ce discours du chef de l'État ivoirien, la décision semble déjà prise. L'annonce officielle risque de se faire entendre encore longtemps. Candidature d'Alassane Ouattara en 2020, le pays retient son souffle. Plateau de l'Afrique en débat, après cet élément de Valère Bougué. Comme vous le savez, le RHDP a tenu cette grande réunion mercredi dernier. Le président Alassane Ouattara a gardé un peu le suspense, est resté très ambigu dans ses propos. Alors, je propose qu'on aille directement au téléphone à Abidjan, essayer de joindre M. Traoré. Monsieur Traoré, bonsoir. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous sur Vox Africa? Est-ce qu'on peut avoir M. Traoré, visiblement depuis Abidjan, qui lui est du RHDP? M. Traoré est en ligne? Visiblement, M. Traoré ne nous entend pas. Est-ce qu'au niveau de la technique, on peut essayer d'avoir M. Traoré qui se signale pourtant? Est-ce qu'il est en ligne avec nous? Est-ce qu'il nous entend, M. Traoré? Bon, il faut rappeler, pendant qu'on essaye effectivement de caler notre premier invité via la plateforme Zoom, M. Traoré depuis Abidjan, que pendant que cette réunion faisait aussi parler, il y a le Premier ministre qui a finalement été nommé, et sans surprise, c'est Ahmed Bakayoko, que tout le monde pressentait à ce poste, qui a été finalement nommé comme Premier ministre de la Côte d'Ivoire. L'autre actualité, comme je le disais tantôt sur la Côte d'Ivoire, concerne l'ancien président Laurent Gbagbo, qui a fait une demande de passeport ordinaire depuis l'ambassade de Côte d'Ivoire
à Bruxelles. Nous l'avons appris dans la semaine grâce au communiqué de son avocat personnel, Maître Abiba Touré, mais visiblement les choses ne semblent pas être aussi simples comme on pourrait le penser, et la question d'un éventuel retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire continue de se poser. Tout comme Pascal Affi-N'Guessan, qui a été finalement désigné comme candidat du FPI, mais le FPI conduit par lui, bien évidemment, parce que comme vous le savez, ce parti historique est divisé aujourd'hui. Il y a une faction qui est proche de l'ancien président Laurent Gbagbo et qui reste campé sur ses positions. Et il y a une autre faction conduite par M. Pascal Affi-N'Guessan qui a été désigné finalement candidat. Nous allons faire une nouvelle tentative du côté d'Abidjan avec M. Traoré. Est-ce qu'on a M. Traoré finalement? Est-ce qu'il nous entend, M. Traoré? À défaut de M. Traoré, est-ce qu'on a l'un de nos invités, le docteur Paul Hervé du mouvement Leader? Est-ce qu'il est en ligne? Est-ce qu'il nous entend? Nous demandons votre indigence, madame, monsieur, parce que comme vous le remarquez, nous sommes en direct via Zoom et ce n'est pas toujours évident. Nous essayons effectivement de connecter nos différents invités qui sont pourtant signalés au niveau de la technique, mais qui visiblement n'ont pas de retour ou nous n'arrivons pas à avoir leur retour. Est-ce que M. Traoré finalement est en ligne avec nous? Est-ce qu'il nous entend? Nous n'avons toujours pas de retour de M. Traoré. Nous allons essayer de voir si nous pouvons avoir M. Bekoin, qui lui est juriste, parce qu'il y a aussi la question de la constitutionnalité de ce fameux troisième mandat éventuel d'Alassane Ouattara qui se pose. Est-ce que nous avons M. Bekoin en ligne? Non, pas du tout. Visiblement, nous avons des sérieux problèmes à entrer en contact avec nos différents invités du côté de la Côte d'Ivoire. Ils sont au total 4 que nous avons déjà disponibles sur la plateforme. Je rappelle M. Traoré du RHDP, c'est bien sûr le parti au pouvoir, le parti d'Alassane Ouattara. Nous avons le docteur Paul Hervé du mouvement Leader, le mouvement de Mamadou Koulibaly. Nous avons M. Ala Sinclair, le secrétaire général de la FESI, c'est la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. Et nous avons M. Bekoin qui lui est juriste. Ils sont 5 au total, puisque nous avons également M. Pierre Tavares qui lui est universitaire, que nous allons avoir aussi, je l'espère, dans cette émission. Est-ce que finalement on a l'un de nos invités qui est en ligne avec nous? Oui, très bien. Monsieur Tavares, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, monsieur Damtier. Oui, bonjour. Je pense que nous avons M. Bekoin en ligne. Est-ce que vous nous entendez, M. Bekoin? Bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Bonjour, monsieur Damtier. Merci de m'accueillir sur Vox Africa. Très heureux de vous avoir en ligne. Alors, on est en train de parler de ce troisième mandat. Vous êtes juriste et comme je le disais tantôt, l'une des premières questions qui se posent et qui préoccupe certains analystes de la situation politique en Côte d'Ivoire, c'est la question de la constitutionnalité de cet éventuel troisième mandat d'Alassane Ouattara. Alors, quelle est votre religion sur la question? Bon, moi, je pense que sur l'éventuel troisième mandat du président Alassane Ouattara, la question ne se pose pas. Surtout que le président de la République a lui-même indiqué qu'il ne serait pas candidat. Bien sûr, on me demandera, vous êtes juriste, quelle est la valeur juridique de la parole d'un chef d'État? Je réponds que dans une république, les élections présidentielles ne sont pas soumises aux caprices d'un chef d'État, mais régies par la Constitution. Alors, nous interrogeons la Constitution de 2016. Que dit la Constitution de 2016 en la matière? L'article 55 de la Constitution de 2016 dispose que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. En d'autres mots, lorsque vous êtes président de la République en Côte d'Ivoire, vous devez apprendre à compter jusqu'à 2, et c'est tout. Il en ressort que le président Alassane Ouattara est inéligible pour un troisième mandat en 2020. Une candidature serait donc vue comme une attaque contre le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Mais M. Bekoin, est-ce que ce n'est pas une analyse un peu facile? Parce que comme vous le savez, vous qui êtes juriste, la loi n'a pas un effet rétroactif. La nouvelle constitution qui a été votée ne dispose que pour l'avenir et non pour le passé. Donc, vu sur cet angle-là, rien ne dit que Alassane Ouattara ne peut pas constitutionnellement être candidat. Monsieur Damtier,
Oui, allez-y, allez-y, vous êtes en ligne, on vous écoute. Moi, vous n'avez pas besoin de me croire de toutes les façons, vous ne me connaissez pas. Mais interrogeons M. Cissé Bakongo, qui est quand même docteur en droit, qui a parcouru les médias au moment de la rédaction de la Constitution de 2016 pour faire accepter le texte en sa qualité de conseiller juridique du chef de l'État de la République en charge des affaires juridiques. Que dit M. Bakongo? M. Bakongo dit, devant 3 médias différents, dans 3 différentes interviews, que le président Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être candidat en 2020. Je répète, M. Bakongo dit que selon l'article 183 de la Constitution de 2016, M. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être candidat. C'est-à-dire qu'il n'a pas la faculté, il n'a pas la possibilité, il n'a pas la capacité, il n'a pas la permission, il n'a pas le droit d'être candidat, il n'a pas l'opportunité d'être candidat en 2020. Je pense que quand M. Cissé Bakongo, qui est conseiller du chef de l'État en charge des affaires juridiques, qui est docteur en droit, qui est enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et à l'université de Toulouse le dit, je pense qu'on a l'obligation, lui, de le croire. Non, mais je vous comprends très bien, mais ce qu'il dit, ce n'est pas une vérité d'évangile. On est dans un débat juridique et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire que cela arrive. On a eu des cas de figure dans plusieurs pays où des chefs d'État en fonction ont procédé à une révision constitutionnelle et se sont présentés. Donc, je veux dire que c'est un débat juridique qui n'est pas clos parce que le principe juridique de base, c'est que la loi n'a pas un effet rétroactif, sauf dans des cas exceptionnels. Et dans le cas de l'espèce, on n'est pas dans un cas exceptionnel. Pourquoi la loi, cette fois-ci, serait-elle rétroactive? Monsieur Domché, j'oubliais de vous rappeler que Monsieur Cissé Bakongo a fait partie du comité d'experts qui a rédigé la Constitution de 2016. Donc c'est quand même quelqu'un qui sait de quoi il parle. Laissons M. Cissé Bakongo, interrogeant le professeur Ouraga Obou, qui est expert en droit public, professeur agrégé de droit public et de sciences politiques, qui a participé à la rédaction de plusieurs constitutions dans les pays d'Afrique, qui a été le président du comité d'experts de rédaction de cette constitution. Le professeur Ouraga Obou a animé une conférence de presse le 8 novembre 2016 au sorti de cette nouvelle constitution pour expliquer en quoi le président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, ne pouvait pas être candidat pour les élections 2020. Le ministre de la Justice du président Ouattara, M. Sassa Kambile, qui est quand même magistrat de formation, qui sait de quoi il parle, a lui-même tenu à s'aligner sur les propos de M. Ouraga Obou et les propos de M. Cissé Bakongo. Si on laisse les juristes du RHDP, disons que les juristes du RHDP ont un peu bu, ils ont décidé de s'écarter de la discipline du parti, on interroge le célèbre professeur Martin Bléou, qui fut ministre et qui est quand même l'un des vice-papes du droit en Côte d'Ivoire, qui a lui-même fait une production magistrale ces derniers jours pour expliquer en quoi M. Alassane Dramane Ouattara ne pouvait pas être éligible pour un 3e mandat. Je pense que lorsqu'on a tous ces avis d'experts, on n'a plus besoin de se poser de questions. Alors, M. Bokoyan, comment vous expliquez alors que, connaissant tous ces éléments, le RHDP, avec des voix comme celle d'Adama Bictogo, qui est l'un des cadres les plus importants de ce parti, qu'ils en viennent à demander officiellement à Alassane Ouattara de se présenter? Et vous avez suivi tout à l'heure dans l'élément, on n'a pas entendu le président Ouattara dire non, c'est inenvisageable. Comment vous expliquez que malgré tout ce que vous nous dites là, cette candidature reste d'actualité? Monsieur Domché, mais c'est très simple. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les candidatures aux élections présidentielles dans une république ne sont pas soumises aux caprices d'un parti au pouvoir, le RHDP. Les candidatures aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire ne sont pas soumises, ne dépendent pas des états d'âme de M. Adama Bictogo. Et si on était sûr que le président de la République allait candidater, là je sors du droit, je fais de l'analyse politique, si on était sûr que le président Alassane Dramane Ouattara allait se porter candidat pour les élections 2020, c'est-à-dire une candidature qui violerait la Constitution, une candidature illégale, illégitime, mais comme je disais tout à l'heure, serait une violation, une attaque contre le peuple souverain de Côte d'Ivoire, avec le discours qu'il a tenu lors du congrès du RHDP ce mercredi 29, je crois, on n'a plus de doute sur la question. On sait que M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas lui-même les idées très claires quant à s'il va violer la Constitution ou bien s'il va respecter et sa parole
qui n'a aucune valeur juridique, mais peut avoir une valeur morale. Vous savez, lorsqu'on est un adulte de cet âge, la parole devient sacrée. Donc, pour la valeur morale que contient sa parole et pour le respect de la Constitution ivoirienne, M. Ouattara ne sait pas encore s'il faut tripatouiller la Constitution ou bien s'il faut se ressaisir pour respecter sa parole. Merci beaucoup, M. Bekoin, pour cette première prise de parole. Vous restez en ligne. Nous allons essayer de voir si nous pouvons entrer en contact avec M. Traoré du RHDP, s'il est en ligne avec nous, pour pouvoir avoir effectivement son point de vue sur cette question qui prend une autre tournure, justement avec le débat juridique qui s'est invité de plus en plus dans les discussions ces derniers jours. Jusqu'à présent, on pensait que c'était une question de parole donnée, mais là, il y a une question de droit qui refait surface avec acuité. Nous allons essayer effectivement d'écouter différents avis. Est-ce qu'on a M. Traoré en ligne? Est-ce que M. Traoré, finalement, a pu nous joindre? Bonsoir, M. Traoré. Merci d'être en direct sur Vox Africa. Bonsoir, je vous entends bien. Alors, merci beaucoup. Oui, on vous reçoit très bien, M. Traoré, rassurez-vous. Merci. Merci d'avoir accepté de participer à cet échange sur Vox Africa. Alors, on vient de terminer avec M. Bekoin qui parlait de la question de la constitutionnalité du troisième mandat d'Alassane Ouattara. Quel est votre avis sur la question? Est-ce que selon vous, au vu de la Constitution de 2016, le président Ouattara peut être candidat à sa propre succession? Merci beaucoup Vox Africa pour cette opportunité. Voilà, M. Bekoin a parlé avec un d'opposants ivoiriens. Il faut dire que la Constitution est claire là-dessus. Hein. La Constitution permet au président Ouattara de pouvoir briguer un autre mandat, puisqu'il ne s'agit pas d'une modification de la Constitution ancienne de 2002. Il s'agit d'une nouvelle Constitution. Donc, nous rentrons dans une nouvelle République. On l'a vu en France avec De Gaulle en 1958. Avec le changement de la République, alors les compteurs sont à zéro. Donc, à partir de cet instant-là, le président Alassane Ouattara, nous rentrons dans une nouvelle constitution, une nouvelle ère, je dirais. Donc, en ce moment-là, le président Ouattara, de bon gré, il peut briguer un autre mandat, pas un seul mandat même, il peut briguer un mandat. S'il le veut, aller en son deuxième mandat, comme il a indiqué M. Bekoin dans l'article 55, qui lui permet de faire 2 mandats. Alors, donc, dire qu'il n'est pas candidat, citer, comment ça s'appelle, Ouraka Oubou, le professeur Ouraka Oubou, Cissé Bakongo, mais c'est même Cissé Bakongo, il a rédigé après qu'il n'est pas constitutionnaliste, il n'est qu'un avocat. Il peut se tromper et qu'il a reconnu même que le président Alassane Ouattara est plus instruit en droit que lui. Bakongo l'a dit dans l'une de ses déclarations. Pourtant, c'est lui le docteur en droit, M. Bakongo. Oui, M. Bakongo est un juriste, un avocat, mais n'est pas un constitutionnaliste. C'est vrai que c'est le conseiller juridique du président Ouattara. Oui, mais le président Ouattara n'est pas n'importe qui aussi. C'est un président qui connaît aussi le droit. Et les textes, même nous qui ne sommes pas juristes. Moi, je ne suis pas juriste, je suis un enseignant d'histoire, voilà, un inspecteur pédagogique. Voilà, mais je ne suis pas un juriste, mais le droit nous dit quoi? Le droit doit être clair. Le droit ne doit pas être à propos, à discussion et à débat. Nous disons que nous changeons de constitution. Si on est d'accord que nous avons adopté une nouvelle constitution, là nous sommes tous unanimes là-dessus, nous rentrons dans une nouvelle république. On appelle maintenant là, nous sommes dans une nouvelle république en Côte d'Ivoire. Alors si nous sommes d'accord sur ça, en ce moment-là, nous rentrons dans un nouveau mandat que le président Ouattara peut demander. Voilà un peu la position. Donc, pour moi, l'opposition n'a pas d'offre à faire que de se mettre dans ce débat péril-là pour se faire perdre le temps. Alors, M. Traoré, M. Traoré, au-delà de la question juridique, il y a une question aussi de morale politique, de parole donnée. L'Afrique a salué Alassane Ouattara quand il a décidé de ne pas être candidat, de passer, selon ses propres termes, le pouvoir à une nouvelle génération. Alors, est-ce que revenir sur une promesse aussi forte, aussi marquante, ce ne serait pas trahir, en quelque sorte, ceux qui ont cru en lui? Oui, vraiment, merci. Cette occasion, je profite de là pour demander une prière pour le repos de l'âme de notre Premier ministre, l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Justement. Oui, le président Alassane Ouattara l'a dit à Katiola, il a été clair là-dessus à Katiola, que si les personnes de sa génération étaient candidats, il allait être candidat.
mais que lui, il n'envisage pas compétir. Il veut passer la main à une nouvelle génération. Il a montré sa bonne foi en donnant en nommant, ou bien, comment ça s'appelle, en choisissant l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme le candidat du RHDP. Mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Le 8 mars dernier et le 8 juillet dernier, le Premier ministre, paix à son âme, a rendu l'âme. Alors, le président Ouattara se retrouve dans une autre situation. Sinon, il est reconnu pour le respect de sa parole. Il ne dit pas quelque chose et c'est dédié. Et le fait de dire déjà à Katula qu'il a une possibilité d'être candidat, ça lui permet aujourd'hui, ça lui donne une possibilité aujourd'hui de pouvoir candidater sans se remettre en cause. C'est vrai, on n'est pas habitué à voir des présidents partis. Le président Ouattara a montré sa bonne intention de partir. Mais aujourd'hui, à 2 mois des élections, voilà, est-ce que il faut laisser la maison dans des difficultés? Voilà, c'est à cette question aujourd'hui, le président Ouattara est confronté. Et à la demande générale de la base militante qui souhaite le revoir à briguer un autre mandat. Bon, il a dit la dernière fois qu'on lui accorde une période de recueillement, voilà, pour pouvoir trouver une bonne décision. Sinon, ça n'entache à rien sa parole donnée à la communauté nationale et internationale. La communauté nationale et internationale, c'est l'épreuve dans laquelle il se trouve et il n'est pas du genre, n'est-ce pas, à se dédier ou à ne pas respecter sa parole donnée. Mais de toute façon, M. Touré, si Alassane Ouattara est candidat à sa propre succession pour ce 3e mandat, il se sera dédié parce qu'il a parlé de passer le pouvoir à une nouvelle génération, pas à un seul individu. Le malheur a frappé la Côte d'Ivoire de manière violente et très dure avec le décès brusque de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était le candidat officiellement désigné par le RHDP. Mais vous n'allez pas me faire croire, vous qui êtes au RHDP, qu'à part Amadou Gon Coulibaly, il n'y avait pas d'autres ressources humaines à même de conduire le parti vers la victoire. Bon, quand on écoute le président Bédié dit quoi? Qu'il prend le pouvoir pour une nouvelle génération. Voilà. Le fait de briguer un autre mandat ne veut pas dire qu'on veut s'éterniser au pouvoir. Le fait même de nommer le Premier ministre Ahmed Bakayoko à la primature, c'est une façon, n'est-ce pas, de laisser la place aux jeunes. Quand on regarde le gouvernement Ouattara, c'est constitué de jeunes. Donc le fait de prendre la tête de la présidence n'a rien à empêcher à la nouvelle génération de prendre le pouvoir. Pourquoi justement pas Ahmed Bakayoko, candidat du RHDP? Pourquoi pas Ahmed Bakayoko? Beaucoup de gens parlaient de lui bien avant Amadou Gon Coulibaly. Pourquoi pas lui, candidat du RHDP? Il a une certaine expérience qui est reconnue. Il est l'un des fidèles et l'un des plus loyaux à Ouattara aussi, depuis le début. Pourquoi pas lui? Si on veut vraiment passer le pouvoir à une autre génération, pourquoi pas Ahmed Bakayoko? Non, il n'y a pas de problème que ce soit Ahmed Bakayoko ou quelqu'un d'autre. Mais pour la forme, je dirais pour la forme, on laisse le choix, n'est-ce pas, au président Alassane Ouattara. On lui donne on lui donne la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir briguer un autre mandat. Mais quant à lui maintenant de pouvoir nous donner sa position, s'il trouve qu'il ne peut pas briguer, que c'est Ahmed Bakayoko ou n'importe quelle autre personne du RHDP qui peut le briguer, nous les militants, nous n'allons pas changer du moment où ça viendra du président Alassane Ouattara. Mais pour le moment, pour l'heure, n'est-ce pas, nous avions un candidat qui était Amadou Gon, qui est parti. Donc nous retournons vers le président pour lui demander d'être candidat, mais pas pour nous proposer un autre candidat. Maintenant, tout dépendra de lui. Tout dépendra de lui. Il a dit la dernière fois, nous lui permettons la période de recueillement pour nous choisir un candidat, que ce soit lui ou pas. Mais ça ne peut pas, la maison n'est pas, il n'y a pas de terrain dans la demeure. D'accord. Dernière question avant de vous laisser, mais vous ne partez pas, vous restez en ligne avec nous. Est-ce que selon vous, le temps que réclame Alassane Ouattara n'est pas un temps de trop? Vous l'avez vous-même dit, l'élection c'est pour bientôt. Est-ce que ce n'est pas un temps de trop? Est-ce que le RHDP a le temps d'attendre? Non, nous avons le temps d'attendre. Vous savez, le RHDP est un parti bien organisé, bien structuré.
Nous sommes déjà sur le terrain, nous sommes en train de travailler sur les parrainages, nous avons travaillé il n'y a pas longtemps sur l'enrôlement, nous sommes en train de vérifier la liste électorale actuellement, les contentieux, nous sommes dedans. Nous n'avons pas de problème. Nous sommes prêts à toute éventualité. Nous, militants du RHDP, nous sommes prêts à toute éventualité. D'accord. Merci beaucoup, M. Touré. Vous restez en ligne avec nous. Nous allons essayer de joindre M. Paul Hervé du mouvement Leader s'il est en ligne avec nous. M. Paul Hervé, est-ce qu'il est en ligne avec nous depuis Abidjan également? Oui, bonjour, M. Donché. Bonjour, M. Paul Hervé. Merci d'être en direct sur Vox Africa pour cette édition assez spéciale de l'Afrique en débat. Alors, la première question, leader dans tout ça, comment est-ce que vous percevez ce qui se joue aujourd'hui en Côte d'Ivoire? On croyait avoir résolu le problème de la candidature d'Alassane Ouattara, que le problème se repose. Quelle est la position du mouvement leader par rapport à cette actualité? Alors, il est bien que je réponde, d'abord que j'observe ou que je fasse observer à vos téléspectateurs que je suis heureux que ce débat se passe sur une tribune qui est internationale. Celui qui m'a précédé tout à l'heure dans sa prise de parole, c'est quand même un militant du RHDP qui est le parti au pouvoir et qui justement initie ces discussions que nous suivons malgré nous, alors que nous sommes en plein 21e siècle, en 2020, où tout le pays est soumis, n'est-ce pas, à un attentisme lié à une déclaration, j'allais dire, magique, subliminale du président de la République, dont la parole supplante à tout point de vue celle de la loi qui est décidée par le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Il est bon que ce débat se passe sur une tribune internationale pour que les travers de la politique ivoirienne et, disons, le caractère magique, hein, n'est-ce pas, du déploiement du RHDP puisse apparaître comme ça aux yeux du monde et que ce spectacle qui nous ridiculise soit connu au-delà de nos frontières. Vous avez rappelé tout à l'heure que j'appartiens à Liberté et Démocratie pour la République et la Paix et par... Nous avons perdu visiblement monsieur Paul Hervé. La qualité de la connexion n'est pas très bonne, donc nous n'avons pas une meilleure écoute audio de son intervention. La technique va essayer effectivement de faire de son mieux pour que nous puissions le retrouver très rapidement, en espérant cette fois-là avoir une meilleure qualité. En attendant que ce problème se règle, est-ce qu'on peut avoir M. Alla Sinclair, qui lui est le secrétaire général de la très célèbre FESI, la Fédération étudiantine ivoirienne. Est-ce que M. Alla Sinclair est en direct avec nous sur Vox Africa? Nous avons du mal également à nous connecter avec lui. Pendant que la technique essaye de régler le problème avec le docteur Paul Hervé du mouvement Leader, nous allons essayer d'aller du côté de Paris pour voir si M. Pierre Tavares est connecté. Est-ce qu'il est en ligne avec nous, M. Pierre Tavares? Non, on me fait signe du côté de la technique, ce n'est pas encore le cas. Vous allez être très indulgent avec nous. C'est une émission assez particulière parce que nous sommes totalement en ligne, en direct, avec les aléas effectivement de la technique. Donc je vous prie d'être un peu indulgent. Nous allons essayer avec les équipes techniques qui sont mobilisées, que ce soit à Londres, à Bruxelles ou à Abidjan, pour nous permettre effectivement de vivre cette émission. Est-ce qu'on a retrouvé M. Paul Hervé du mouvement Leader? Est-ce qu'on l'a en ligne, s'il vous plaît? Je tiens à vous rappeler que nous avons deux sujets. Dans un instant, nous serons là, du côté toujours de l'Afrique de l'Ouest. Nous serons au Mali pour la crise malienne qui est loin d'avoir donné son verdict, malgré la médiation de la CEDEAO et malgré le déplacement de 5 chefs d'État de cette sous-région. Le mouvement M5, visiblement, n'est pas très satisfait des propositions de sortie des crises faites par la CEDEAO et tient à le faire savoir. Nous irons au Mali dans quelques instants, mais pour le moment, nous sommes toujours en Côte d'Ivoire et comme je vous le rappelais, la Côte d'Ivoire foisonne d'informations ces derniers jours. On a parlé de la nomination d'Ahmed Bakayoko comme nouveau Premier ministre en remplacement
également de Amadou Gon Coulibaly, qui, comme vous le savez, est décédé de manière très brusque il y a quelques jours de cela. Nous avons aussi parlé de Pascal Affi-N'Guessan, qui a été désigné candidat de la branche du FPI qu'il désigne. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est une désignation qui ne satisfait pas tout le monde, notamment les pro-Gbagbo. Et il y a aussi la question d'un éventuel retour de Laurent Gbagbo, un éventuel retour qui devient de plus en plus hypothétique, notamment avant l'élection présidentielle, puisque, comme vous le savez, à moins d'un changement de dernière minute, des élections sont programmées pour le mois d'octobre en Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo est encore à Bruxelles. Il n'a pas encore totalement terminé avec la Cour pénale internationale. Il a fait une demande de passeport ordinaire. Le gouvernement ivoirien a dit que le dossier est en cours de traitement. On ne sait pas combien de temps il prendra. Mais l'autre information qui est importante, c'est qu'il faut savoir que Laurent Gbagbo également a été condamné en Côte d'Ivoire. Donc ça rend un peu son retour et son éventuelle participation à l'élection présidentielle très compliqué pour le moment, mais on est en politique, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Nous allons essayer de repartir du côté de la technique pour voir si l'un de nos invités est finalement connecté et si nous pouvons les avoir pour poursuivre cet échange sur la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a M. Paul Hervé qui est en ligne? Est-ce qu'il est de retour, M. Paul Hervé? Nous avons du mal à l'avoir. Est-ce que M. Tavares, finalement, depuis Paris, est-ce qu'on a pu l'avoir, M. Pierre Tavares, qui est un universitaire qui connaît très bien la Côte d'Ivoire et qui devrait nous donner un avis plus ou moins objectif, neutre, parce que n'étant pas militant, n'étant pas engagé, comme on a pu le voir à travers les interventions de nos précédents invités, est-ce qu'on arrive à l'avoir au téléphone? Pas encore, M. Tavares. Non plus M. Alain Sinclair, le secrétaire général de la FESI, qui est pourtant connecté. Est-ce qu'au niveau de la technique, on peut nous renseigner? Qui est-ce que nous avons de disponible actuellement? Je suis là. Ah d'accord, nous retrouvons M. Touré. Monsieur Traoré, autant pour moi. Monsieur Traoré, autant pour moi. Alors, je vais profiter, puisque je vous ai, pour avoir votre réaction, vous du RHDP, par rapport à l'autre actualité brûlante en Côte d'Ivoire, c'est l'éventualité d'un retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette question qui devient de plus en plus lancinante sur la scène politique ivoirienne? Bon, l'ancien président Laurent Gbagbo, son retour en Côte d'Ivoire, je pense que ça, c'est vrai qu'il y a eu des démarches qu'on a vues ces derniers temps pour aller à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Bruxelles pour demander un passeport. Mais la CPI, dans ses délibérés, a été claire là-dedans. Il ne peut pas permettre au président Gbagbo d'aller dans un pays qui va l'empêcher de retourner à la Cour pénale internationale. Oui, mais ce problème est réglé. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ils peuvent désormais aller dans le pays qu'ils veulent, en condition, bien sûr, que le pays soit prêt à les accueillir. Ce problème a été réglé par la Cour pénale internationale. Oui, à condition également que ces pays aussi acceptent de le remettre au cas où il y aura besoin. Ça s'ajoute aussi. Oui. Alors qu'en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, depuis un bon moment, a décidé de ne plus envoyer quelqu'un à la Cour pénale internationale. Est-ce que la Cour pénale internationale va accepter? Puisque aujourd'hui, la décision, Monsieur Traoré, si vous permettez, la décision aujourd'hui appartient uniquement à l'État de Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale a rendu son verdict, elle n'a rien à trancher. Si le président Ouattara ou les autorités ivoiriennes sont d'accord, Laurent Gbagbo peut être en Côte d'Ivoire demain matin. Non, c'est ce que j'ai dit. Si la Cour pénale internationale donne cette occasion à la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Il pourra venir répondre également à la justice ivoirienne. Et si besoin en est, il va avoir la liberté. Il y a plusieurs cadres du FPI qui sont entrés au pays. Il y a plusieurs cadres qui sont entrés, qui sont en fonction. Donc, je pense que ça, ce n'est pas un véritable problème pour la population ivoirienne, pour le RHDP.
Voilà. Mais comme vous le savez, Laurent Gbagbo, oui, comme vous le savez, l'ancien président Laurent Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un simple cadre du FPI. Aujourd'hui, est-ce que dans un processus de résolution complète de la crise ivoirienne, il n'est pas de bon ton que le président Alassane Ouattara fasse un geste politique fort, comme l'a fait à l'époque Laurent Gbagbo, pour justement permettre à Alassane Ouattara de retrouver la Côte d'Ivoire et de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle en 2010? Mais je pense que depuis que le président Ouattara est au pouvoir, il ne fait que poser des actes forts. Quand vous regardez aujourd'hui le FPI des deux, que ce soit proche d'Api ou proche du Gbagbo Laurent, qu'on appelle communément le Gora en Côte d'Ivoire, mais ce sont plusieurs cadres de ce parti qui étaient en exil. Mais eux tous sont rentrés, c'est pas anodin. Mais ils ne sont pas Laurent Gbagbo, M. Traoré. Ils ne sont pas Laurent Gbagbo. Là, je vous parle de la question de Laurent Gbagbo, qui a été président de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. On n'est pas en train de parler d'un militant quelconque du FPI. On parle d'un ancien chef d'État qui visiblement a du mal à obtenir un passeport ordinaire. Ça fait désordre quand même. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Si on n'a pas empêché le FPI de fonctionner en Côte d'Ivoire, si on n'a pas empêché les cadres du FPI d'entrer et de pouvoir entrer encore en activité en Côte d'Ivoire, ce n'est pas à Laurent Gbagbo aujourd'hui qu'on va empêcher. Je pense que les autres, ce sont des démarches administratives qu'on a dit. Le porte-parole du gouvernement l'a dit à la fin du conseil du ministre dernier. Ça est à l'étude. Voilà, on ne peut pas sortir de la Cour pénale internationale et entrer comme si on était allé au Ghana et puis on rentrait en Côte d'Ivoire. Ce sont des démarches administratives que ça obéit certainement du point de vue juridique, etc. Et tout ça là, je pense que ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais après cela, le président Gbagbo va venir. Pour vous dire que, en réalité, l'arrivée du président Gbagbo en Côte d'Ivoire ne peut pas jouer sur l'électorat du RHDP. Avec le RDR déjà, on était allé aux élections avec Gbagbo Laurent et nous sommes passés au second tour. Et nous avons remporté. C'est vrai qu'il y avait le soutien des alliés comme le PDCI. Mais aujourd'hui, le RDR est devenu plus grand. C'est devenu le RHDP aujourd'hui avec plusieurs cadres un peu partout. Donc, ce n'est pas l'avènement du président Gbagbo qui va nous effrayer en tant que tel. D'accord, Monsieur Traoré. Merci beaucoup. Je vais revenir vers vous tout à l'heure. Mais avant, j'essaye d'avoir le docteur Paul-Hervé Akouli, qui était avec nous tout à l'heure, qu'on a perdu. Il n'a pas pu aller au bout de son développement. Est-ce que Monsieur Paul-Hervé Akouli est en ligne? Oui, je suis là de retour. Merci beaucoup. Toutes nos excuses. Hein. On a quelques soucis techniques. La technologie a beaucoup évolué, mais bon, malheureusement, on a encore quelques petits soucis dans certains pays africains. C'est dommage. Mais heureusement, vous êtes là. Alors, on était sur cette question-là. On vous a très bien écouté. Pour vous, l'éventualité d'un troisième mandat d'Alassane Ouattara, ce serait aller à l'encontre de la Constitution. Je n'ai pas envie qu'on s'enlise sur le débat de droit, sur le débat de constitutionnalité, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, l'opposition en Côte d'Ivoire, que peut-elle visiblement face à la machine du RHDP et le mouvement auquel vous appartenez, le mouvement leader? Quelle est votre position par rapport aux élections à venir? On a entendu certains acteurs parler par exemple du désir de report de cette élection. Quel est votre avis sur cette question-là? Depuis 2016, invariablement, le professeur Mamadou Coulibaly a indiqué depuis 2016, non, depuis même 2015, donc avant la modification de la Constitution qui est discutée en ce moment. Invariablement, le professeur Mamadou Coulibaly avait alerté que parce qu'il voulait modifier la Constitution, le but final de M. Alassane Ouattara, c'était de se porter candidat pour un troisième mandat en 2020. Tout ce qu'il s'est passé par la suite, c'est-à-dire donc le décès de Gon Coulibaly, mais avant ça, les révisions constitutionnelles, la dernière modification ou révision constitutionnelle, mais également la modification du code électoral, participe en effet du projet final qui est d'aboutir à la candidature de M. Alassane Ouattara. Mais je veux bien... Que cela soit clair. Oui, Monsieur Paul-Hervé Akouli. Il faut que les Ivoiriens comprennent quel était le projet initial et vers quoi on va déboucher, c'est-à-dire que la loi est prise au piège de désirs et de desiderata personnels dans une démarche qui est totalement monarchique, donc qui échappe à l'empire de la loi et du droit, pour faire une seule chose, c'est de consacrer une présidence à vie
d'Alassane Ouattara. Monsieur Akoli, si vous permettez, Monsieur P.A.V. Akoli, je veux bien qu'on prête beaucoup de pouvoir à Alassane Ouattara, qu'on lui prête vraiment de pouvoir, mais vous ne pouvez pas lui prêter le pouvoir de prédire la mort. Il n'avait pas prévu qu'Amadou Gon Coulibaly mourrait dans ces conditions aussi brusques. Donc, je veux bien que vous dites qu'il a bien préparé, que tout ce qui est fait depuis, mais vous n'allez pas y ajouter également la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Monsieur Ouattara a bien su beaucoup de pouvoir, mais je ne pense pas qu'il a le pouvoir de vie ou de mort sur des êtres humains. Justement, c'est ce qui est discuté. Et je dis à l'attention de M. Traoré qu'en effet, ce qui est précisément discuté ici, c'est notre capacité à comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, surtout dans le projet républicain, nous n'avons pas de prise sur les événements. C'est bien ça, ce que l'universalité donc de la loi dans le régime républicain dit bien. Et il me semble que les Ivoiriens doivent bien comprendre que si l'histoire de l'humanité a évolué quelque part, c'est au prix de 3 blessures narcissiques. Et il faut que nos amis du RHDP comprennent qu'une dernière fêlure doit leur être infligée pour comprendre que M. Alassane Ouattara, justement, dans le projet républicain, n'est qu'un citoyen parmi les autres. Et si donc il n'a pas pu prédire le décès de Amadou Gon Coulibaly dans ce projet, justement, pour conserver le pouvoir au niveau du RHDP, eh bien, toutes les manœuvres qu'il peut entreprendre à partir de maintenant ne sont pas assurées d'aboutir et il devrait donc, à partir de ce moment-là, tirer la conséquence que force doit rester à la loi. Vous voyez, ce que le professeur Martin Bléou disait dernièrement, c'est que depuis 1990, contre les différentes formes de l'ERE-LATA, donc les législations en vigueur à l'époque, les intellectuels et les citoyens africains, notamment francophones, ont voulu faire intervenir dans les dispositifs légaux des lege ferenda qui participent justement de faire en sorte qu'un individu ne puisse pas bénéficier d'une présidence à vie. Or, dès lors, donc, toutes ces clauses qui faisaient en sorte de ne pas limiter, n'est-ce pas, les mandats présidentiels ont été partout levées. Et comme la loi dans la République est universelle et elle donc n'exclut pas, d'une part, et donc elle ne se particularise pas d'autre part, comme M. Ouattara est un citoyen comme tous les autres, à qui la loi s'applique de façon universelle, eh bien, il doit se soumettre à l'empire de la loi pour ne pas échapper à une condition de notre modernité qui est que nul citoyen, aucun citoyen, quel qu'il soit, quel que soit son génie, quelle que soit, n'est-ce pas, sa dignité, quelles que soient les grandes valeurs qu'il peut avoir, aucun citoyen ne peut aujourd'hui au XXIe siècle faire 2 mandats dans aucun État moderne. Merci. Donc, merci, M. Akoli. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas prêter beaucoup de pouvoir à M. Alassane Ouattara parce que précisément, nous sommes dans une démocratie et nous sommes dans une république, la République de Côte d'Ivoire. Alors, je finirai donc, puisque vous m'avez posé une question. Oui, justement, je voulais effectivement, que vous répondiez à la question parce que... Oui. De savoir qui est le collecteur central au niveau de la série du RHDP et pour le compte de qui ce collecteur central-là du RHDP travaille. C'est bien pour Monsieur Akoli, si vous permettez, Monsieur Akoli, je veux terminer parce qu'on a d'autres invités en ligne. On essaye d'avoir M. Tavares depuis Paris. Mais la dernière question, je voulais quand même que vous reveniez là-dessus parce que vous ne m'avez pas répondu sur les stratégies de l'opposition. Vous vous acharnez uniquement sur Alassane Ouattara et le RHDP. Que peut faire l'opposition? Le mouvement leader, Mamadou Coulibaly, quelle est sa position? Est-ce qu'il envisage des coalitions? Est-ce qu'il va se mettre avec d'autres candidats de l'opposition? Parce qu'après tout, il va falloir affronter un candidat du RHDP, que ce soit Ouattara ou pas. Que fait l'opposition en Côte d'Ivoire aujourd'hui de manière concrète? Alors, il fallait comprendre quelque chose. Et pour relancer effectivement la pertinence de la question que vous me posez, je ne m'acharne pas contre la personne de M. Alassane Ouattara, je n'en ai pas les moyens. Vous voyez, dans nos États, le citoyen n'a aucun moyen devant la toute-puissance du président de la République, donc je n'ai pas les moyens de m'acharner contre M. Ouattara. Par contre, ce que je dis très précisément, c'est qu'il faut que nous comprenions que toutes les incidences, n'est-ce pas, qui ont été évoquées par Monfait tout à l'heure,
sont là pour montrer qu'en bout de course, cela ne peut que générer une forme de conflagration à l'intérieur de la vie politique. Et on ne serait amené à sortir de la marche ordinaire de la vie politique, du dissensus politique, pour arriver vers des conflits. Alors, ce que leader nous faisons, puisque M. Ouattara et le gouvernement, parce que malheureusement c'est cela, l'Assemblée nationale aurait décidé, par exemple, du suffrage censitaire qui a été décidé dernièrement, c'est-à-dire que c'est fou quand même que ça échappe à tout le monde, que par ordonnance en avril dernier 2020, le président de la République seul ait décidé effectivement de faire passer le vote en Côte d'Ivoire du statut du suffrage universel au suffrage censitaire sans que personne n'ait eu rien à dire à ce propos, et que de telles prétentions, qui sont quand même totalitaires et dictatoriales, parce que c'est le mot et c'est le but, ne peuvent générer en bout de course qu'un sommeil de l'ordre politique naturel pour faire advenir ce qui ne serait plus de l'ordre de la transition, mais de l'ordre de la révolution. En attendant, ce que nous, à leader, nous faisons, c'est de nous soumettre justement à cet ordre soi-disant légal qui veut que, par exemple, aujourd'hui, nous allions recueillir des parrainages. Mais entre-temps, nous continuons donc de discuter avec les partenaires de l'opposition pour faire en sorte de faire entendre raison, n'est-ce pas, au RHDP, raison sur le principe justement positif pour sortir la Côte d'Ivoire de l'empire magique et spirituel dans lequel justement ce parti-là nous emmène, et pour faire en sorte finalement, non pas d'aller vers une coalition forcément de l'opposition contre M. Ouattara, parce que quand même, on ne discuterait plus de projet, on ne discuterait plus donc de l'avenir de la Côte d'Ivoire, ça serait une politique du tout sauf Ouattara. C'est une horreur politique que de contraindre l'opposition d'aller vers ce chemin-là. Nous préférons travailler en amont vers des conditions d'une élection libre et transparente pour faire en sorte que les résultats ne nous conjoignent pas vers des crises à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Akoulé. Nous venons de faire une déclaration avec l'ensemble des partis politiques de l'opposition. Il y a du temps pour discuter effectivement les conditions d'une élection transparente pour que les programmes puissent s'exprimer, pour que les projets de société puissent s'exprimer. Parce qu'une politique dans laquelle on serait contraint effectivement de nous engager dans du tout sauf Ouattara, c'est une politique qui, en 2020... Merci beaucoup, M. Akoulé, merci beaucoup. On vous a bien suivi. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre disponibilité, d'avoir accepté de participer. Nous allons essayer d'aller du côté de Paris, où nous attend M. Tavares. Est-ce que M. Tavares est en ligne? Oui, je vous entends, M. Landé. Merci beaucoup, M. Tavares. Ça n'a pas été facile, mais heureusement, on vous a. Alors vous, on voulait avoir le regard de l'universitaire, parce que vous avez bien vu, on a commencé avec les politiques et votre regard. Déjà, première question sur la constitutionnalité de ce fameux troisième mandat que certains appellent et que certains redoutent d'Alassane Ouattara. Oui, merci bien. Il y a une partie des interventions qui m'a échappé du fait de la rupture technique de transmission. D'une manière générale, je dirais que l'essentiel pour moi, mais j'y reviendrai, n'est pas tant le troisième mandat en tant que tel, mais les effets qu'il a sur la vie nationale de la Côte d'Ivoire, qui reste quand même, rappelons-le, la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, et qui voit à ses frontières des déstabilisations successives au Mali, au Burkina, etc. Et donc, par conséquent, nous devons prêter attention à cette question-là, à cette problématique, parce qu'elle envenime. Voyez-vous, ce qui me frappe, c'est que la question du troisième mandat, alors même que le chef de l'État ivoirien n'y a pas encore répondu, et sans doute hésite-t-il encore beaucoup, et j'y reviendrai un peu plus loin, ouvre une crise préélectorale, mais qui est déjà une crise post-électorale, avant même que les élections aient lieu. Et donc, par conséquent, il y a une inversion complète du temps politique en Côte d'Ivoire, et c'est cela qui m'inquiète, d'autant plus que, à bien y regarder, il y a là comme quelque chose de tragique dans ce troisième mandat, au sens grec du terme. C'est-à-dire que nous avons affaire à un individu qui est obligé par les circonstances, alors même qu'il avait pensé autre chose, à désormais envisager de pouvoir concourir. Il n'a pas encore répondu, mais il l'envisage sérieusement. Mais pourquoi donc? Parce qu'il y a un vide au niveau de son parti politique. Le RHDP, qui était la grande alliance soufouettiste, finalement s'est réduit comme peau de chagrin. On a une série de ruptures successives avec des partis politiques, membres de cette alliance-là.
Le plus important, bien évidemment, le PDCI. Ensuite, le GPS, Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Soro, oui. L'UDPCI de Mabrito-Aqueuse. Et à côté de ça, vous avez aussi 2 départs importants des plus proches collaborateurs de M. Alassane Ouattara. Je parle de son vice-président qui a quitté le navire, mais aussi de son ancien secrétaire général et ministre des Affaires étrangères à Montano, qui lui-même, et c'est inédit, c'est presque inédit dans l'histoire contemporaine de l'Afrique, est candidat contre son président. Et là-dessus, vous ajoutez bien évidemment le grand malheur de la disparition de M. Gon Coulibaly, et voilà un parti qui est complètement affaibli, qui n'est plus la promesse qu'il était au départ, et qui n'a désormais comme seul recours de faire appel au chef d'État et à presque lui imposer le 3e mandat. Et donc, par conséquent, il y a une dimension tragique parce que, voyez-vous, comme dit Hegel, le destin, c'est la conscience de soi-même comme étant son propre adversaire. Et donc, aujourd'hui, nous avons affaire à un chef d'État qui se bat contre lui-même, difficilement, parce que s'il n'est pas candidat de son parti, celui-ci disparaît. S'il est candidat de son parti, rien n'assure qu'il gagne. Parce que, voyez-vous, les plaques tectoniques électorales ivoiriennes sont assez figées, elles n'ont pas beaucoup évolué dans le temps. Et par conséquent, se retrouver face à Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et quelques autres, même cela, c'est déjà difficile. Et donc, par conséquent, je pense qu'il faudrait plutôt appeler la classe politique ivoirienne à beaucoup plus de raisons, hein, parce que le RHDP ne peut gagner, j'espère me tromper, ne peut gagner que par la force. Sinon, en termes électoraux, ça paraît extrêmement difficile aujourd'hui qu'il puisse l'emporter. Et donc, par conséquent, vous avez un individu, et c'est cela qui me frappe le plus, qui est engagé dans un schéma tragique où il est obligé de se renier et en même temps de subir le fatum de ses plus proches collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Alors, M. Tavares, merci beaucoup pour votre première prise de parole. Je voudrais revenir quand même sur quelque chose que vous avez évoqué. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur pour la Côte d'Ivoire à nouveau? On croyait avoir tourné définitivement la page à la crise électorale dans ce pays, mais est-ce que cette élection 2020, selon vous, peut être encore plus explosive que celle de 2010? Oui, tout à fait. Je le crois, parce que le contexte même par rapport à l'élection précédente de 2015 a changé. Nous parlerons, je pense, tout à l'heure du Mali. Vous voyez dans quel état ce pays se trouve. Le Burkina instable. Le Niger difficile. Hein. Mis à part sur les côtés le Ghana qui est tranquille et serein, la Côte d'Ivoire est entourée de pays en très grande difficulté. Hein. Et donc, par conséquent, si la locomotive elle-même de l'UEMOA et de la CEDEAO arrivait à tomber en panne, chacun peut imaginer ce que serait cette sous-région-là. Et donc, par conséquent, nous ne devons pas seulement avoir un regard uniquement sur la Côte d'Ivoire, mais avoir, si je puis dire, une vision géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est à cette aune-là que nous devons savoir comment donner les conseils, que suggérer. Moi, je le dis avec la tranquillité d'esprit de quelqu'un qui n'est pas ivoirien, mais qui a grandi en Côte d'Ivoire et qui aime ce pays-là, qui a été le pays d'accueil de mes parents, originaires du Cap-Vert, à une époque où c'était difficile pour ce pays-là. Et par conséquent, on ne peut souhaiter que du bonheur. Alors, moi, je suggère, comme je l'ai suggéré en 2010, qu'il y ait une concertation entre les principaux leaders, parce que nul n'a besoin de mourir pour eux, et nous savons que si le schéma du 3e mandat est exécuté, nous savons la violence qui va s'en suivre. On n'a pas besoin d'être grand clair pour le comprendre. Il est extrêmement difficile, je ne dis pas impossible, mais extrêmement difficile que le RHDP, en l'état, gagne les élections, et en même temps, il n'acceptera pas de les perdre. Alors, voyez-vous, nous sommes dans un schéma tout à fait fou. Alors, M. Tavares, voilà, une dernière interrogation pour justement sortir de ce sujet sur la Côte d'Ivoire, c'est que doit-on faire, effectivement, selon vous? Vous avez commencé à parler de concertation. Comment est-ce que vous voyez cette concertation? Est-ce que vous envisagez effectivement qu'Alassane Ouattara essaye de faire un grand coup politique comme l'avait fait Laurent Gbagbo à l'époque en faisant revenir justement Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara lui-même? Est-ce que vous voyez Alassane Ouattara favoriser le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, celui de Guillaume Soro, son ancien allié également, qui est aujourd'hui contraint à l'exil du côté de la France, et avoir justement autour de la table Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Guillaume Kibafouri Soro, Alassane Ouattara et je ne sais pas qui d'autre, pour justement parler de ce que doit devenir la Côte d'Ivoire de demain et envisager, pourquoi pas, l'éventualité d'un report de cette élection qui s'annonce vraiment explosive?
Oui, tout à fait. Voyez-vous, moi, j'ai toujours plaidé pour cela. Et tous ceux qui ont suivi mes articles savent qu'en son temps, j'ai écrit quelques lettres confidentielles au président Bédié concernant Alassane Ouattara. Et pour Laurent Gbagbo lui-même aussi, dans le cadre d'un tête-à-tête que nous avions eu en 2008, je lui avais aussi donné quelques suggestions. Je l'ai dit récemment dans une lettre ouverte au président Alassane Ouattara, ceux qui font l'histoire, ce sont précisément les individus qui réfléchissent et qui pensent. Et il y a de bons exemples dans l'histoire. Il n'y a pas de honte à revenir discuter avec des gens qui, à un moment de votre parcours, ont été vos alliés. Je parle de Laurent Gbagbo avec le Front républicain, je parle de Guillaume Soro avec les Forces nouvelles, je parle du président Henri Konan Bédié avec aussi le RHDP. Alors, on a là des gens qui se connaissent, qui peuvent s'entretenir, qui peuvent penser le destin de la Côte d'Ivoire. Parce que je rappelle que nous avons affaire non pas à un pays secondaire, mais nous avons affaire à la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Et par conséquent, il faut que ceux-là mesurent leurs propositions, leurs attitudes à l'aune de cette histoire-là. Et voyez-vous, contrairement au Mali, contrairement aux autres pays, la Côte d'Ivoire a cette spécificité que tout tient dans quelques personnes. Et ces personnes-là peuvent mettre le pays à feu et à sang, ou alors elles peuvent tout à fait, dans le cadre d'une concertation réfléchie, et sans même qu'il y ait besoin de médiation internationale, trouver une solution idoine, faire des élections propres, et celui qui gagne s'engage à ne pas poursuivre, à ne pas engager de chasse aux sorcières. C'est comme ça qu'un pays se bâtit, c'est comme ça qu'une république se forme et se forge. Alors, dernier mot rapidement sur la candidature d'Henri Konan Bédié, qui est une candidature aussi problématique, liée déjà à son âge, liée également au fait qu'il a été désigné à plus de 99% dans son parti. Pourquoi, selon vous, la Côte d'Ivoire a tellement de mal à renouveler sa classe politique? Parce que là, on est en train de parler des mêmes acteurs qui sont sur la scène politique depuis une quarantaine d'années pour certains et depuis une trentaine d'années. C'est les mêmes noms qui reviennent. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, malgré son jeune âge. Il est déjà aussi un vieux brigand de la politique en Côte d'Ivoire. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait problème? J'avais publié en 2005. La difficulté de la Côte d'Ivoire, c'est que c'est un pays riche, un pays emblématique, et en même temps qu'il y a une institution présidentielle qui a été taillée au millimètre près pour un homme, Félix Houphouët-Boigny. Et après lui, la dispute de ses épigones, de ses successeurs, de ses opposants, pour le fauteuil présidentiel, a empoisonné la vie politique. Moi, j'ai toujours plaidé pour un système parlementaire en Côte d'Ivoire. Et je ne changerai pas là-dessus parce que je pense qu'elle pondère les appétits, les ambitions, et elle préserve l'institution étatique, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi une deuxième qualité de la Côte d'Ivoire, c'est que les personnes que vous venez d'évoquer sont précisément les plus expérimentées de la vie politique ivoirienne. C'est elles qui ont le plus de mémoire, c'est elles qui ont le plus d'expérience, c'est elles qui ont le plus de charisme, et il y a une difficulté, mis à part le cas de Guillaume Soro, qui lui-même a grandi a grandi entre Laurent Gbagbo au départ et ensuite Alassane Ouattara. Il y a une difficulté pour que des leaders charismatiques s'imposent. Prendre un mot de fin. Merci beaucoup, monsieur Tabarès, pour votre intervention. Nous allons prendre rapidement un mot de fin de nos différents intervenants sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si monsieur Adama Touré, monsieur Paul Hervé Akouli sont encore en ligne, ou alors monsieur Bekoin sont encore en ligne. Nous allons prendre rapidement chacun une minute pour un mot de fin au sorti de cet échange sur la Côte d'Ivoire. Qui est-ce que nous avons en ligne en premier? Oui, peut-être. Oui, M. Akouli est avec nous. Alors, M. Akouli, vous venez de suivre le point de vue de M. Tabarès. Il nous reste très peu de temps sur la Côte d'Ivoire. En une minute, selon vous, que faut-il faire? Parce que M. Tabarès parlait là de la nécessité d'un dialogue préélectoral pour que cette fois-ci, le dialogue empêche la guerre et ne soit plus là pour venir régler une guerre. Alors, quel est votre avis sur la question? Que faut-il faire? Je commencerai par là où M. Tabarès a fini. Il faut tuer le prince chez nous. Il faut vraiment tuer le prince chez nous. Et il faut consacrer un État où l'Assemblée générale, ou pour la Constitution, une constituante décide de ce que les Ivoiriens doivent faire et décide de ce que les Ivoiriens doivent être ensemble. Les hommes forts, les hommes puissants. Il faut pouvoir sortir de ce cadre conceptuel pour libérer les énergies de la Côte d'Ivoire
et pour faire en sorte que ce pays, enfin, puisse gagner, n'est-ce pas, le prix de sa modernité. C'est cela mon dernier mot. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un autre intervenant sur la Côte d'Ivoire au téléphone, M. Adama Traoré du RHDP? Est-ce qu'on l'a en ligne pour son mot de fin? Est-ce que M. Traoré est avec nous? Visiblement, nous n'avons pas M. Traoré. Je tiens à vous rappeler, vous qui êtes en direct avec nous, de rester en ligne parce que... Ah d'accord, M. Traoré, ravi de vous retrouver. Vous avez écouté les autres intervenants. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour votre mot de fin? C'est quoi la solution pour éviter que ce pays si important pour l'Afrique, notamment francophone, ne replonge dans une crise? C'est moi? Oui, allez-y, M. Traoré, justement. Oui, ok, voilà, mais merci. Je voulais d'abord remercier M. Tavares pour sa brillante intervention qui a planté un peu l'environnement sociopolitique de l'Afrique de l'Ouest, qui a montré en même temps l'importance, n'est-ce pas, de la candidature du président Alassane Ouattara pour une sorte de stabilité même de l'Afrique de l'Ouest. Et remercier également M. Paul Agoubli qui a dit que depuis 2016, dans les travaux de la Constitution, le leader a déjà vu que cette constitution permettait à Alassane Ouattara d'être candidat. Et voilà, il a dit ça en des mots plus clairs. Donc pour dire que au RHDP... C'est une interprétation un peu mafieuse de moi. Oui, monsieur Akouli, laissez M. Traoré aller au bout. Allez-y, M. Traoré. Voilà, donc il a dit quelque chose dans ce sens-là pour dire que les textes en la matière, n'est-ce pas, n'empêchent pas le président Alassane Ouattara d'être candidat. Mais comme on le dit, je l'ai dit et je le répète, au RHDP, nous ne sommes pas liés à une seule personne. Nous sommes liés, comment ça s'appelle, à la parole, au guide du président Alassane Ouattara, qui est pour nous un référent, qui est pour nous un homme, n'est-ce pas, qui peut nous mettre sur la bonne voie. Que ce soit lui qui sera le candidat, que nous saluons, nous clamons vraiment. Et s'il ne l'est pas, nous ne le souhaitons pas, celui qu'il va choisir, on va avoir la même force pour pouvoir, n'est-ce pas... Mais est-ce que c'est à Ouattara de choisir? Est-ce que ce n'est pas le parti qui désigne? Parce que finalement, on se retrouve dans une logique dynastique. On a l'impression que c'est Ouattara qui désigne un successeur à lui. Le président Ouattara de laisser une période de recueillement pour pouvoir se prononcer sur sa candidature. Voilà. S'il décidait, n'est-ce pas, après cette période de recueillement, d'être candidat, alors le bureau politique va se réunir une fois de plus encore pour pouvoir, n'est-ce pas, se prononcer sur sa candidature. Mais comme aujourd'hui, c'est le bureau politique même qui réclame sa candidature, voilà pourquoi nous disons cela. M. Tavares a dit quelque chose d'assez intéressant sur lequel je voulais revenir rapidement. Rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps. Avec le départ des présidents Henri Konan Bédié, de certains leaders comme le président de l'Assemblée nationale, l'ancien Soro Guillaume, on pourrait penser que le RHDP est affaibli. Mais je dis non. C'est vrai, le départ de Soro est parti certainement, certes, avec des militants du RDR, du RHDP. Ça, on ne peut pas le dénier. Mais le départ du président Bédié n'est pas allé avec les militants du PDCI. Les militants du PDCI qui étaient venus avec Bédié sont restés. Les militants du PDCI qui n'étaient pas venus avec Bédié, c'est eux, Bédié les a rejoints. Ça, il faut en Côte d'Ivoire ici, on se connaît. Ça, c'est votre analyse, monsieur Traoré. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'on doit parler du Mali tout à l'heure et on a déjà nos invités du Mali qui sont en direct, notamment l'ancien Premier ministre, monsieur Moussa Mara. Voilà, merci à Vox Africa. On souhaite que ces émissions puissent se renouveler davantage. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Il y en aura pour la Côte d'Ivoire cette année sur Vox Africa, comme il y en aura pour les autres pays, parce que comme vous le savez, c'est une année charnière en Afrique. Il y a plusieurs élections. La Côte d'Ivoire, la Guinée, la République de Guinée, bien sûr la République centrafricaine. Donc ne vous en faites pas. Nous aurons l'occasion de revenir vers vous. Alors il nous reste très peu de temps. Nous devons aller au Mali, comme je le disais, parce que nous avons l'ancien Premier ministre du Mali, M. Moussa Mara, qui nous attend en ligne. Nous avons aussi M. Habib Ouman, ancien ministre de l'Énergie, qui est un analyste qui nous attend. Mais avant, nous avons terminé avec la Côte d'Ivoire. J'espère qu'on a pu donner la parole à ceux qui étaient en ligne avec nous. Malheureusement, vous étiez très nombreux à vouloir intervenir, mais il était impossible pour nous d'avoir tout le monde parce que les conditions techniques dépendant pas toujours de nous ne permettaient pas. Nous nous en excusons, mais comme vous le savez, je l'aurais dit, on aura
largement l'occasion de revenir sur la Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais tout de suite qu'on dise merci à nos invités et qu'on prenne cet élément de valeur Bougué qui plante le décor sur la crise malienne, qui est une autre crise aussi importante en Afrique de l'Ouest. Et nous allons rejoindre tout à l'heure par les mêmes canaux nos différents invités qui nous attendent depuis Bamako au Mali. À tout de suite. Le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir au Mali est loin d'être terminé. Au lendemain de la médiation CEDEAO, les protagonistes se regardent toujours en chien de faïence. Pour l'imam Dicko, pas question de renoncer aux revendications, notamment la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et celle de son premier ministre Boubou Cissé. Du côté du pouvoir, le président Ibrahim Boubacar Keïta semble jouer la carte de l'apaisement. Son premier ministre Boubou Cissé a invité l'opposition radicale à rejoindre le gouvernement, une offre qui ne convainc visiblement pas le mouvement du 5 juin. À l'heure où le mouvement du 5 juin projette de nouvelles manifestations dans la capitale Bamako, que peut-on attendre? Quelle pourrait être la solution miracle pour mettre un terme à cette crise inédite? L'échec de la CEDEAO n'est-il pas un aveu de faiblesse pour cette institution régionale? Au fond, la crise politique du Mali n'est pas près de s'arrêter. De retour sur le plateau de l'Afrique en débat, nous sommes en direct, donc vous comprendrez bien que nous ayons quelques soucis techniques. Merci en tout cas d'être fidèle à cette émission et à ce rendez-vous. Nous allons essayer effectivement de joindre nos invités pour parler de la crise malienne. Et je vais commencer par M. Habib Oumane, ancien ministre de l'Énergie du Mali. Est-ce qu'il est en ligne avec nous? Est-ce que M. Habib est en ligne? Bonsoir. Bonsoir, je suis en ligne. Merci beaucoup. Je vois bien qu'il est en ligne, mais on n'a pas son retour, on n'a pas son audio. Je le vois dans la caméra, mais on n'a pas de retour. Est-ce qu'on peut, au niveau de la technique, l'aider à régler le problème avec son microphone, s'il vous plaît? Monsieur Habib Oumane, est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis en ligne et je vous entends. Merci beaucoup en tout cas, merci d'être en direct sur Vox Africa pour cette édition de l'Afrique en débat. Alors première question, on est dimanche 2 août 2020. C'est quoi la situation concrètement à Bamako aujourd'hui? Écoutez, je ne suis pas en ce moment à Bamako, mais ce que j'en sais, c'est qu'il y a une forme de trêve qui est en cours et les parties prenantes aux tensions sociopolitiques que le Mali connaît aujourd'hui sont dans une période d'observation et je pense aussi que, j'espère du moins que ce sera l'occasion pour les uns et les autres de procéder à une introspection très sérieuse en vue de concentrer les actions et les initiatives à venir sur des solutions positives à la crise à laquelle ce pays est confronté depuis quelques semaines. C'est quoi la solution finale? Parce qu'on se rend bien compte que malgré la médiation de la CEDEAO, sur qui pesait beaucoup d'espoir, les choses n'ont pas véritablement changé. On s'attendait qu'après cette médiation, on puisse avoir plus de visibilité, mais que non. Le mouvement du M5, visiblement, est campé sur sa position, malgré les efforts que le gouvernement essaye de faire pour les ramener autour de la table. Selon vous, c'est quoi le problème? Écoutez, je crois qu'il y a eu quand même, pendant ces 10 derniers jours, quelques erreurs, ou en tout cas quelques divergences dans l'énoncé du diagnostic concernant la crise malienne. Les uns s'étant focalisés plus sur les dimensions, je dirais, institutionnelles ou constitutionnelles pour considérer que nous sommes confrontés à des problèmes liés aux résultats des législations, plus ou moins exclusivement, tandis que d'autres, et ce faisant, je me réfère au mouvement M5 en particulier, estiment que ce pays est confronté à une grave crise de gouvernance, de légitimité, et je pense que ces deux divergences de diagnostic ont eu
pour implication une lecture différente dans l'énoncé des traitements qu'il fallait appliquer pour remédier à la crise. La CEDEAO, notamment à travers ces chefs d'État qui ont fait le déplacement de Bamako, ont énoncé un certain nombre de solutions, lesquelles n'ont pas obtenu l'assentiment des forces d'opposition. Alors la question qui se pose maintenant est de savoir si le document officiel qui a été adopté par les chefs d'État et qui est soumis aux parties prenantes maliennes est susceptible d'une part de servir de base à des discussions tendant à esquisser des solutions pour l'avenir, mais aussi de savoir si, du point de vue de l'opposition qui exprime son insatisfaction par rapport non seulement au diagnostic, mais aussi aux remèdes, si du point de vue de cette opposition, il existe des pistes de réflexion et d'action susceptibles justement de permettre aux deux parties de se retrouver autour d'un projet d'avenir pour le Mali qui en a un grand besoin. D'accord. Alors, il y a, comme vous le dites, le principal point d'achoppement, on le voit, c'est que l'opposition réclame la démission immédiate et sans condition du chef de l'État. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une réclamation utopiste? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable selon vous? Nous avons perdu M. Habib Ousmane. Nous allons essayer de reprendre contact avec lui pour poursuivre cet échange sur la crise malienne. Est-ce qu'en attendant de retrouver M. Habib, on peut entrer en connexion avec l'ancien Premier ministre, M. Moussa Mara? Est-ce qu'il est en ligne, M. Mara? Non, nous n'avons pas encore M. Mara en ligne. Nous allons retenter de voir si nous pouvons avoir M. Habib à nouveau, ancien ministre de l'Énergie du Mali, qui est aujourd'hui dans une posture d'analyste. Est-ce que nous l'avons retrouvé? Nous sommes désolés, hein, les conditions techniques ne nous permettent pas de faire une émission dans les conditions optimales, mais l'essentiel, c'est que nous ayons les bonnes personnes et que vous puissiez avoir les éléments importants pour vous faire vos propres idées, autant sur la Côte d'Ivoire que sur la crise au Mali. Nous allons tenter avec la technique de rentrer en connexion avec nos différents invités. Nous attendons effectivement que cela se fasse, mais en attendant, il faut rappeler que le gouvernement malien a tendu la main et continue de le faire. On a vu une attitude très humble du Premier ministre Boubou Cissé, qui suppliait carrément les opposants, notamment du mouvement M5, de venir parce qu'il pense qu'il est temps d'avoir un gouvernement d'union nationale au Mali pour sortir définitivement de cette crise-là. Mais cet appel, pour l'instant, n'a pas été entendu par l'opposition qui annonce effectivement des sorties pour les jours à venir. Nous allons suivre cette actualité, bien sûr, pour vous, ici à Vox Africa. En attendant, nous tentons toujours au niveau de la technique d'entrer en connexion avec nos invités depuis le Mali. On attend que la technique, effectivement, nous fascine. Ce que je propose à la technique, c'est peut-être, en attendant que les choses se mettent dans l'ordre, d'aller voir si nous pouvons avoir... ah d'accord, on nous fait signe que M. Habib est de retour. M. Habib, merci d'être de retour. Nous vous avons perdu un moment. Et j'étais en train de dire, est-ce que la question... la condition que pose le mouvement M5 notamment n'est pas une condition un peu utopiste. Demander comme ça la démission immédiate d'un chef de l'État qui a été réélu récemment, est-ce que ce n'est pas un point de blocage irrémédiable? C'est certainement un objectif difficile à atteindre et je crois que cela doit probablement relever plus d'une posture de négociation que d'une condition indispensable à toute solution. Mais ça, je ne suis pas dans la posture des membres du mouvement M5 qui affirment que c'est la condition
qui permettraient de résoudre la crise. Ils ont des éléments dont je ne dispose pas. Ce qui est certain, c'est qu'il faut s'acheminer vers des compromis. Et ces compromis vont s'avérer indispensables. Le temps qui est imparti aux acteurs, aux parties prenantes à cette crise n'est pas illimité. En fait, le temps est même notre ennemi en tant que Maliens dans cette situation d'aujourd'hui. Et il conviendra que les uns et les autres, d'une part les pouvoirs publics, d'autre part les opposants du M5, considèrent que ce qui transcende tout ce qui est dans leurs agendas respectifs, c'est l'avenir du Mali, et cet avenir exige de leur part ce que je peux appeler un rendez-vous du donner et du recevoir. Et ce rendez-vous-là, l'échéance s'approche et il va falloir que les uns et les autres en soient conscients. Nous ne pouvons pas continuer à maintenir cet État-nation qu'est le Mali en situation de lévitation par rapport à la réalité d'impulser, qui consiste à impulser un développement économique rapide, lequel serait générateur d'emplois, d'opportunités économiques et d'inclusion pour les groupes les plus vulnérables, toutes choses qui ont été négligées pendant fort longtemps dans ce pays, et c'est l'une des explications de la crise actuelle. Donc, le temps n'est plus aux postures, le temps est à l'exécution d'un agenda concerté qui permettra de trouver une solution définitive ou en tout cas assez rapide à cette crise qui n'a que trop duré. Justement, la crise n'a que trop duré, comme vous le dites, mais on a l'impression d'être dans l'impasse parce que la médiation de la CEDEAO, visiblement, ne porte pas ses fruits. Quelle peut être l'autre solution? Est-ce qu'il faut aller plus loin que la CEDEAO? Est-ce qu'il faut envisager une intervention de l'Union africaine? Est-ce qu'il faut envisager une médiation originale, peut-être pas composée forcément des chefs d'État? Comment est-ce que vous voyez la chose? Parce que visiblement, on est en plein impasse au Mali actuellement. Oui, vous savez, j'ai passé quelques décennies à travailler au sein d'une organisation qui a été, si je puis dire, l'épicentre du processus de négociation sur des questions économiques et commerciales et de développement au sein des Nations Unies. Il s'agit de la PNUCED. Et ce que je peux proposer à cet égard, c'est que dans un cas comme celui du Mali, à défaut d'avoir immédiatement recours à des médiateurs qui vont présenter des solutions toutes faites dans un avenir très proche, il faudrait s'orienter vers peut-être l'identification de ce qu'on pourrait appeler des facilitateurs, lesquels pourraient, sur la base des postures des uns et des autres, élaborer une liste de propositions, de solutions et de compromis sur les points de divergence qui figurent entre les parties prenantes. Ce genre de démarche aurait pour avantage non seulement de prendre du recul par rapport aux acteurs qui sont impliqués dans les difficultés actuelles, de trouver un consensus, mais il aura aussi pour avantage d'asseoir les propositions qu'ils vont élaborer sur un travail analytique de réflexion qui pourrait se faire entre les membres d'un groupe de facilitateurs qu'on pourrait choisir non seulement sur la base des qualifications, de l'expérience et du capital de crédibilité de ces facilitateurs qui pourraient être identifiés tant à l'intérieur du pays que peut-être dans un ou deux pays voisins, des personnalités indépendantes reconnues pour leur talent mais aussi leur contribution aux évolutions positives que nos pays ont connues pendant ces dernières décennies. Et je crois que ce faisant, on pourrait dédramatiser d'une part le processus lui-même en faisant en sorte que ce soit des acteurs qui sont d'une neutralité à toute épreuve qui, justement, seront les promoteurs de solutions de compromis dans la phase suivante. Merci beaucoup, Monsieur Habib Ouane, d'être en ligne avec nous, de rester en ligne. Nous allons essayer maintenant d'entrer en connexion avec l'ancien Premier ministre du Mali, Monsieur Moussa Mara. Monsieur Moussa Mara, bonsoir.
Oui, bon après-midi. Merci beaucoup d'être en direct sur Vox Africa. Alors, j'ai envie de vous poser la question, comment vous vivez cela en étant, comme je l'ai souligné, ancien ministre? Est-ce que c'est une crise que vous avez vu venir ou est-ce qu'elle vous surprend, cette crise? D'abord, permettez-moi de saluer le ministre Habib-Ouane, cher aîné, toujours impliqué sur les questions de notre pays et toujours... je dirais, en train de formuler des propositions toujours intéressantes. Je lui souhaite une bonne fête de Tabaski avec un peu de retard et beaucoup de salutations à vous toutes et à vous tous. Vous l'avez dit, est-ce que nous l'avons vu venir? Moi, je me rappelle qu'au lendemain des élections présidentielles de 2018, nous, notre parti, qui n'était pas avec le président Ibeka, on était avec un autre candidat, nous l'avons félicité, nous avons félicité le président Ibeka et dans la même félicitation, nous lui avons demandé de rassembler. Parce que nous avions compris qu'il était élu dans des conditions très difficiles, le taux de participation était très bas et donc il y a une minorité de la population qui avait porté ses suffrages sur lui. Le Mali, c'est à peu près 8 millions d'électeurs sur le fichier électoral et le président a été élu avec moins de 2 millions de voix. Donc moins du quart des électeurs. Et les électeurs eux-mêmes ne représentent pas la moitié des Maliens. Donc vous imaginez bien qu'il avait un socle de légitimité qui était très faible. Nous lui avons souhaité de rassembler et notamment de travailler avec son opposant d'alors, c'est-à-dire Soumaïla Cissé, qui malheureusement aujourd'hui est enlevé et nous souhaitons qu'il puisse être libéré le plus rapidement possible. Et on prie pour ça. Et de 2018 à aujourd'hui, force est de constater que le président n'a pas rassemblé. Et au même moment, il n'a pas connu de résultats positifs non plus dans le cadre de son mandat. Je dirais même c'est le contraire. La plupart des défis n'ont pas été relevés. La situation s'est plutôt détériorée. Elle s'est détériorée sur le plan sécuritaire. Elle s'est détériorée sur le plan économique, évidemment. Elle s'est détériorée sur le plan social avec un climat social très tendu. Et les conditions sanitaires de 2020 avec la Covid-19 a encore venu un peu rendre la situation difficile. Et ce qui a été la goutte d'eau qui a vraiment fait déborder le vase, le doyen Habib-Ouane le disait tout à l'heure, ce sont les élections législatives de cette année où une trentaine de députés ont été nommés par la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle a interverti les résultats, et ce qui a amené une trentaine de députés, dont celui qui finalement est devenu le président du Parlement, à se retrouver à l'Assemblée nationale. Donc ça fait trop de frustration, trop d'insatisfaction qui ont surgi à travers la crise actuelle. Et le M5 cristallise un peu toute cette rancœur et toute cette frustration. C'est ça la réalité aujourd'hui. Alors, le monsieur, a échoué. Oui, monsieur Mara, je vous relance rapidement, monsieur Mara. Alors, vous dites que le bilan n'était pas très élogieux, mais pourquoi a-t-il été réélu selon vous? Parce qu'il vient d'être carrément à nouveau choisi par la majorité des électeurs au Mali. Non, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Hein. Nous avons eu un taux de participation de 43% et le président a eu 67% de 43%. Il a été élu par moins du quart des électeurs, mais il a été élu. Justement. Légalement, le président a été élu. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le président a été élu? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur est que le sortant a beaucoup plus de moyens que ses adversaires. Hein. Il a les moyens de l'État, il a des moyens financiers que les autres n'ont pas. Et pour qui connaît l'importance des moyens financiers dans les élections en Afrique de manière générale et dans des pays comme les nôtres, très démunis, très pauvres, on va avec un avantage certain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense que l'opposition n'a pu se mettre ensemble autour d'une candidature dès le premier tour. Ce qui a fait que le président, ben, évidemment, il s'est retrouvé au deuxième tour en première position et il a pu gagner. Et je pense aussi que la personne de Soumaïla n'a pas été et n'est pas une personne qui rassemble sur son nom. Ça fait qu'entre les deux tours, l'opposant qui a été qualifié Soumaïla n'a pu non plus réunir les autres candidats pour avoir des chances de s'imposer. C'est toutes ces conditions qui ont fait que le président sortant, il a été réélu, mais il a été réélu dans des conditions de très faible légitimité. Donc selon vous, aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta souffre d'une crise de légitimité? Oui, exactement. Ben, la légitimité, c'est d'abord l'efficacité. Si vous ne répondez pas aux aspirations des populations, ben forcément, les populations vont se détacher de vous
Le président a eu un très grand soutien en 2013, c'est-à-dire il a levé des espoirs phénoménaux en 2013. Il a été très confortablement élu en 2013. Et comme les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes, ben, ça a commencé à entraîner des ressentiments et des frustrations qui connaissent leur exacerbation en ce moment. Alors, selon vous, c'est quoi la solution pour sortir de cette crise? J'ai posé la question aux prédécesseurs, à notre invité tout à l'heure. Selon vous, c'est quoi la solution? Parce qu'on s'est rendu compte que la médiation de la CEDEAO, ça ne marche pas. D'abord, la première chose, c'est que le président lui-même d'abord doit prendre conscience de la profondeur de la difficulté. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Et il doit rassembler, impérativement rassembler. Je l'ai dit tout à l'heure, son socle de confiance est très effrité. Donc il faut qu'il puisse mettre un certain nombre de courants ensemble pour que le socle de la gouvernance puisse être un peu plus large et un peu plus solide. Et ce rassemblement, il l'a esquissé, hein, puisque lui-même, il parle de gouvernement d'union nationale. Sauf qu'il le fait avec un esprit qui n'est pas du tout un esprit d'union nationale. Quand vous dites, vous voulez faire un gouvernement d'union nationale, vous ne désignez pas le Premier ministre unilatéralement. Et en plus, vous ne décidez pas de désigner les ministres les plus importants unilatéralement. C'est un très mauvais message qui sont envoyés à ceux qui doivent venir travailler avec vous, aussi bien l'opposition que la société civile, en termes d'union nationale. Donc pour moi, plus que la question de l'Assemblée nationale, c'est la question de la gouvernance du pays qui devrait être un peu plus inclusif et donc reposer sur un socle d'unité nationale qui soit un socle objectif. Le président doit prendre conscience que la situation est difficile et donc il doit revenir sur les décisions qu'il a eu à poser par le choix du Premier ministre et par le choix des ministères régaliens pour essayer de faire quelque chose de plus inclusif. Maintenant, la méthode. Le doyen et le grand frère Abiwan parlaient tout à l'heure de facilitation. Effectivement, on peut avoir un système de facilitation, mais l'origine et la solution doivent venir des Maliens eux-mêmes. Et beaucoup de personnes ne le savent pas, mais nous avons aussi une médiation nationale. Mais notre médiation nationale, elle est tellement discrète qu'on a du mal à la situer. Elle est constituée des organisations religieuses, musulmanes et chrétiennes, de certains pans de la société civile. Je pense que cette médiation nationale, il faut aussi la soutenir et la renforcer. Et moi, c'est ce que j'avais conseillé aux interlocuteurs de la CEDEAO que j'avais eu le privilège de rencontrer, c'est que la CEDEAO renforce la médiation nationale et la CEDEAO pousse la médiation nationale en avant et puis essaie de la soutenir. Je pense que si on fait cela avec un système de facilitation extérieure, comme le doyen Abiwan l'a dit, peut-être qu'on pourra arriver à une solution. Mais aucune solution ne peut être envisagée si le chef de l'État lui-même n'a pas conscience qu'il a à faire des efforts et des efforts beaucoup plus soutenus que ceux qu'il semble faire ces derniers temps. Mais vous avez parlé justement des efforts qui ont commencé à être faits. On l'a vu effectivement, cette main tendue. Vous pensez que le choix du Premier ministre et de ce gouvernement restreint qui attend les autres pose problème, mais si aujourd'hui Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus à même de choisir son Premier ministre, est-ce que ce n'est pas grave? C'est quand même la discrétion d'un chef d'État de choisir au moins le Premier ministre, même s'il faut négocier pour les autres membres du gouvernement. Vous savez, moi je distingue dans le choix du Premier ministre deux étapes. Première étape, c'est le casting et deuxième étape, c'est le choix. Le choix est une prérogative présidentielle. Rien n'interdit le président d'avoir un casting large, d'appeler ses opposants, d'appeler la société civile et leur demander de faire des propositions. Propositions au sein desquelles il regardera et d'engager des discussions tout à fait ouvertes avec les uns et les autres. C'est cet esprit que le président Ibeka n'a pas. Et tant qu'il n'a pas cet esprit et qu'il est dans une sorte de formalisme constitutionnel, ben on ira de crise en crise jusqu'à la fin de son mandat, s'il arrive à terminer son mandat. Il pourra vous répondre qu'il a été élu. Il a été élu. C'est deux étapes distinctes. Oui. Mais il pourra vous rétorquer, M. Moussamara, qu'il a été élu et ce pouvoir que lui confère l'élection lui donne quand même le choix de choisir avec qui il veut travailler, notamment pour un poste aussi stratégique que celui de Premier ministre. Mais bien sûr, il pourra rétorquer aussi qu'il n'est pas obligé d'appeler à un gouvernement d'union nationale. S'il a appelé à un gouvernement d'union nationale, et malgré les prérogatives constitutionnelles dont vous parlez, c'est qu'il a bien conscience que seul il n'y arrive pas. Et seul, avec son cas, il n'y arrive pas.
cette prise de conscience qu'il a, il faut qu'il aille un peu plus en avant et qu'il comprenne que la profondeur de la crise est telle que s'il n'élargit pas son socle de légitimité par l'adjonction de forces de l'opposition et de la société civile, il n'y arrivera pas. Et la première étape de cela, quand on parle d'un gouvernement, c'est d'abord le Premier ministre. On ne peut pas choisir son Premier ministre, choisir une bonne partie de son gouvernement et dire aux autres, bon, venez, on va faire quelque chose. Ce n'est pas l'esprit. Le président doit avoir l'esprit de l'unité. Il peut arriver à choisir celui qu'il veut avec cet esprit, mais s'il ne l'a pas, ben, sûrement il ne réussira pas à réunir les uns et les autres. Alors, qu'est-ce que vous pensez effectivement de ce mouvement M5 qui a démarré, on les a pas, j'ai envie de dire, on les a pas vraiment vu venir, mais qui a pris du poids et du pouvoir au fil du temps, avec notamment un personnage très important au Mali, c'est l'imam Dicko. On a l'impression que de ce côté-là, il n'y a pas d'effort qui est fait. On a l'impression que le M5 est campé sur ses positions et ne fait aucun effort dans le sens de l'apaisement. D'abord, la première chose, moi je dis, le M5 ne voyait pas dans le M5 autre chose qu'un thermomètre. La fièvre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les frustrations profondes des Maliens et l'insatisfaction majeure des Maliens. Le M5, c'est un peu la structure qui a pu cristalliser un peu ce sentiment d'insatisfaction et qui l'a porté. Le M5 contient l'URD, le parti de Soumaïla Cissé, donc contient déjà l'opposition, une bonne partie de l'opposition, et ensuite la société civile. Et dans la société civile, vous avez évidemment la personne de Mahmoud Dicko. Donc pour moi, le M5, c'est plus le révélateur des insatisfactions des Maliens. C'est pourquoi il rassemble du monde et il rassemble de plus en plus de monde. Et le pouvoir doit faire le maximum pour accorder le maximum d'attention au M5, à mon avis. Alors vous, M. Mara, comment est-ce que vous vous positionnez? Quel rôle est-ce que vous avez envie de jouer? Parce que vous êtes quand même un ancien Premier ministre, vous restez une personnalité forte. Comment est-ce que vous avez envie de vous mêler dans tout ce qui se passe dans votre pays? Parce que apparemment, le Mali ne sera plus jamais comme avant après cette crise-là. Absolument. C'est la raison pour laquelle nous, notre parti était un parti de l'opposition. Mais nous n'avons pas adhéré au M5 pour d'abord nous permettre de pouvoir parler aux uns et aux autres. C'est dans ce sens-là que nous avons choisi de nous positionner afin de pouvoir parler aux uns et aux autres. Nous n'avons pas adhéré, nous sommes dans aucun des camps. Notre ambition, c'est qu'il y ait une unité nationale autour des questions majeures et que le pays puisse continuer à avancer et que le président puisse continuer à mener son mandat et à le terminer dans les bonnes conditions en 2023. Aujourd'hui, notre unique ambition, c'est cela. Et c'est pourquoi nous n'avons pas pris de position et notre discours et notre positionnement, c'est que les gens s'entendent, que les gens se parlent et que le pays puisse sortir des difficultés. D'accord. Donc vous misez beaucoup plus sur la médiation interne. Vous pensez que les Maliens sont les mieux à même de régler eux-mêmes cette crise? Absolument, absolument, parce que c'est au niveau interne qu'on a une connaissance la plus intime et la plus fine de la profondeur de la crise. Et c'est ce que j'avais souhaité que la CEDEAO adopte comme attitude. Peut-être que la CEDEAO va revenir à cela, c'est absolument indispensable. Surtout que nous avons une société civile forte et nous avons des acteurs de la société civile qui sont assez crédibles. Il faut donner du poids à cette médiation et il faut que cette médiation puisse amener les partis à s'entendre. Moi, j'accorde du crédit à cela. Il peut y avoir de la facilitation extérieure, mais l'idéal, c'est de partir du niveau national. Merci beaucoup, M. Moussa Mara. Vous restez en ligne. On va revenir vers vous dans quelques instants pour sortir de ce sujet sur le Mali. J'aimerais rapidement donner la parole à M. Abidouane qui vous a écouté pour savoir s'il avait une réaction par rapport à ce que vous avez eu à dire. M. Abidouane, est-ce que vous êtes encore là? Qu'est-ce que vous pensez effectivement de la position de l'ancien Premier ministre, M. Moussa Mara? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais le saluer. Car je ne l'ai pas vu depuis un certain nombre de mois, et lui dire le plaisir que j'ai à participer à cette émission en sa compagnie. Alors, son analyse est fondée sur une connaissance que je qualifierais d'approfondie des principaux soubresauts
auxquelles ce pays a été confronté depuis un certain nombre d'années. Et je crois que les éléments qu'il a énumérés, notamment la profondeur de la crise de société, parce qu'en fait c'est de ça aussi qu'il s'agit dans ce pays. Vous savez, c'est une réelle crise de société à laquelle nous sommes confrontés et qui en fait pose, je crois, dans une large mesure, le problème du bilan du processus démocratique que ce pays a connu depuis les années 90. Et ce processus démocratique a été émaillé par une série de facteurs. Premier facteur, c'est l'incapacité croissante des pouvoirs publics de répondre aux attentes de la population dans les domaines clés de la vie socio-économique, santé, éducation, pouvoir d'achat, emploi, etc. Le deuxième facteur, je crois, c'est aussi le déficit croissant de crédibilité auquel nous avons été soumis en termes de transparence des élections, en termes d'acceptation des résultats, en termes aussi d'organisation de ces élections. Et troisième élément est venu se joindre à ces deux premiers facteurs que je viens de d'énumérer, la crise sécuritaire à laquelle le pays a été confronté suite à cette agression dont il a été victime à la faveur d'une rébellion. Et ces différents éléments ont contribué à donner l'impression que l'État malien était de moins en moins apte à gérer la cité, à prendre en charge les besoins socio-économiques, les besoins en matière de développement humain, en un mot, la problématique du bien-être des populations. Et lorsque l'on est confronté à ce genre de situation et que survienne une crise électorale d'une portée comme celle que l'on a connue avec les législatives, ça met à nu le problème de la confiance que les populations peuvent avoir en l'État. Et je crois savoir que tous ces éléments confirment, je dirais, d'une part, la pertinence de l'analyse de M. Mara, mais aussi nous permettent de tenter de nous projeter dans l'avenir. Parce que, ayant fait ces constats-là, toute tentative d'identifier des remèdes à la crise sociopolitique à laquelle nous sommes confrontés doit être basée sur les éléments constitutifs de ce diagnostic que nous venons d'esquisser tous les deux. Et ce faisant, l'on devrait s'appesantir sur plusieurs volets. Et je m'en vais en énumérer quelques-uns des plus pertinents à mes yeux. Très rapidement, s'il vous plaît. Le premier volet, c'est celui qui consiste à redonner confiance aux populations. Et redonner confiance aux populations va dépendre de plusieurs éléments. Premier élément, selon moi, qui va devenir vital dans ce pays. Les gens vont juger selon ce qu'on appelle le choix des hommes pour les diriger. Il ne s'agit pas seulement du président, du Premier ministre, mais les autorités gouvernementales, les fonctions les plus importantes de l'État doivent être désormais assumées sur la base de critères sérieux, objectifs, de compétences, d'intégrité et de crédibilité sociétale. Ça, c'est un premier élément qui va devenir important. Deuxième élément, il faudrait que le système de recrutement des élites politiques puisse évoluer. Parce que ce que je constate, c'est que les partis politiques, en général, à une ou deux exceptions près, je ne sais pas, je ne suis pas en mesure d'identifier lesquels d'ailleurs, mais en tout cas les partis politiques en général ont perdu de la crédibilité aux yeux de l'opinion. Et c'est ce qui d'ailleurs a donné naissance à cette percée des religieux dans la sphère publique. Et tenez-vous bien, l'un des drames de ce pays aujourd'hui, c'est que le diagnostic le plus lucide sur les défis auxquels nous sommes confrontés au Mali émane
souvent d'acteurs religieux. Et je ne voudrais même pas citer l'imam Dicko en lui-même, mais sur les réseaux sociaux circulent de temps en temps des prêches d'imams qui officient dans des mosquées de quartier, et je vous assure que ce sont des gens qui ont été en mesure de poser le diagnostic le plus lucide sur la crise sociétale du Mali. Et ça, c'est un deuxième élément sur lequel il faut s'appesantir. Il faudra s'appuyer. Nous devons donner plus d'oxygène au recrutement de nos élites politiques et aussi les critères qui président au choix des hommes qui doivent décider pour esquisser une trajectoire plus positive à ce pays. Monsieur Habibouane, pour terminer, un dernier mot rapidement pour terminer, parce que malheureusement le temps nous prend à la gorge. Est-ce que vous avez justement un dernier volet pour terminer? Ben écoutez, le dernier volet que moi je voulais souligner, c'est que il faudrait que celui qui a joui de l'onction du suffrage universel, en l'occurrence le président de la République, prenne plus de recul, mais aussi plus de hauteur par rapport aux enjeux quotidiens auxquels la société malienne est confrontée aujourd'hui. Plus de recul et plus de hauteur pour avoir recours aux hommes qui sont pétris d'expérience et de connaissances et aussi d'acuité diplomatique, si je puis dire, afin justement de promouvoir des solutions concertées pour la période à venir. Et enfin, je voudrais proposer aussi que les différentes parties prenantes se retrouvent à travers quelques personnes désignées autour d'un groupe de facilitateurs dont j'ai parlé pour justement essayer de travailler sur des solutions de sortie de crise. Car, vous savez, plus ça dure, plus ça coûtera en termes d'engagement raté, plus ça coûtera en termes aussi d'endettement plus important pour des raisons strictement budgétaires, ce qui serait regrettable étant donné les conditions difficiles créées par le virus auquel tous ces pays sont confrontés, pendant que d'autres lancent des programmes de relance à plusieurs milliards d'euros. Nous sommes en train de nous disputer pour savoir comment gérer le pays. Et je pense que ce sera mon dernier mot sur la question. La gestion du Mali ne saurait se faire dans le contexte actuel sans une forme de partage du pouvoir. Il reste à en définir les modalités, tout en respectant bien entendu les prérogatives de celui qui aura joui de l'onction du suffrage universel, mais qui, à force de recul et de hauteur, doit aussi se décider à octroyer une parcelle de ces pouvoirs-là aux autres parties prenantes, afin que l'action de gestion de la cité soit appropriée par la plupart des acteurs pertinents dans la société malienne. Merci beaucoup, M. Habibouane. On va donner la parole au ministre Moussa Mara pour son mot de fin. Alors, Monsieur le Premier ministre, autant pour moi, le Mali fait face à plusieurs crises et justement, il y a une urgence certaine à régler la crise politique parce que d'elle dépend la résolution des autres crises. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en guise de mot de fin au sorti de cette émission? Mais la première chose, c'est que justement l'ampleur de toutes ces crises fait que nous devons nous entendre sur un minimum de gouvernance et de cadre de gouvernance afin de pouvoir faire face à tous les défis. La première étape de la stabilité, c'est la stabilité politique et la stabilité dans la gouvernance. Et aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, le président Ibeka en tête, n'ont pas le choix pour stabiliser la gouvernance et pour créer les conditions sociopolitiques nous permettant de faire face aux enjeux sécuritaires, aux enjeux économiques, aux enjeux sanitaires, aux autres enjeux. Il faut forcément que le socle de la gouvernance soit le plus solide et le plus inclusif possible. Les prérogatives constitutionnelles sont une chose, la nécessité est tout à fait une autre chose. Je pense que cela est impératif. Et pour pouvoir adresser cela dans les meilleures conditions, il faut prendre conscience de la profondeur de la crise et de l'ampleur des difficultés auxquelles notre pays fait face. La seconde étape, c'est de
sur les 3 ans qui restent du mandat du président et qui font plus de la moitié du mandat, hein, donc c'est pas rien. Justement. Qui est des objectifs en termes d'action afin de faire face à l'urgence et de créer les conditions de changement plus profond qu'on peut engager maintenant ou qu'on engagera après la période 2023. Mais qu'on s'engage sur des choses réalistes. Le problème du Mali, c'est que souvent, on veut tellement tout faire qu'on n'a pas l'intelligence de bien chronogrammer et finalement on se retrouve avec un minimum de réaliser. Donc c'est de s'entendre sur ce qui peut être fait raisonnablement dans un horizon de 3 ans, dans l'urgence dans un horizon de 12 mois, et ensuite dans un horizon de 2 ans après, et ensuite maintenant qu'on ouvre les chantiers pour le reste. Mais même le pouvoir qui va arriver après 2023 doit, à mon avis, s'inscrire dans cette direction. Nous devrons impérativement rassembler les Maliens. Rassembler les Maliens ne veut pas forcément dire partager le gâteau entre tous les partis, quoi. Rassembler les Maliens, c'est trouver de bonnes idées auxquelles les uns et les autres croient, de bons projets, et aller chercher les intelligences et les patriotes là où ils se trouvent. Nous avons des personnalités fortes et compétentes qui ne sont dans aucune écurie partisane, mais qui ont tout à fait leur rôle et leur responsabilité à jouer dans ces périodes. Donc tous les pouvoirs doivent avoir cette intelligence. C'est pourquoi d'ailleurs on dit que le gouvernement d'union nationale que le président doit former doit comporter aussi la société civile, parce qu'on est bien conscient que les grandes compétences de notre pays ne sont pas souvent dans les partis politiques. C'est ce socle d'entente et d'unité que nous devons avoir l'intelligence de mettre en place. Mais cela dépend du président, et cela nécessite que le président ait la bonne lecture de la situation. Merci beaucoup, M. Moussa Mara, et merci aussi à M. Abibouane d'avoir accepté d'être nos invités sur cette émission concernant la crise au Mali. On aura l'occasion de revenir de long en large. Merci à vous également, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. C'était une émission assez houleuse, vous avez dû le constater avec nous, mais heureusement, nous avons pu avoir en ligne tout ce que nous souhaitions avoir. Nous nous excusons pour ceux que nous n'avons pas pu avoir pour des raisons totalement indépendantes de notre volonté. C'est tout pour cette autre édition de l'Afrique en débat. Prenons rendez-vous, si vous voulez bien, dimanche prochain à la même heure, sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous. Je prends acte donc des résolutions du Conseil politique.